La réception de mariage battait son plein, et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un sentiment de contentement pour Jerry. Après avoir traversé une période difficile, il méritait ce moment de joie. Ma présence ici était inattendue, même pour moi. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je l'avais appelé, questionnant sa décision. Son rire résonna à travers le téléphone tandis qu'il me rassurait. « Sans toi, Anna et moi ne nous serions jamais rencontrés. Je te dois une dette de gratitude. N'importe quel autre homme aurait pu s'éloigner, mais tu es resté à mes côtés quand j'en avais le plus besoin. » Me voilà donc, assis à la table d'honneur, bien que n'ayant aucun rôle officiel dans la cérémonie. La nouvelle épouse de Jerry, Anna, m'accueillit chaleureusement lors de notre présentation. Ses yeux pétillaient de curiosité lorsqu'elle murmura. « J'ai entendu votre histoire par Jerry, mais j'aimerais l'entendre de vous un jour. Elle semble extraordinaire. » En observant les nouveaux mariés, leur énergie juvénile était palpable. Malgré leur quarantaine, ils rayonnaient de l'éclat d'un jeune amour. Mon cœur débordait de vœux sincères pour leur bonheur. Pendant que je dansais avec Anna, mon univers bascula soudainement. Mes pas se figèrent lorsque je l'aperçus de l'autre côté de la salle. L'étreinte d'Anna se resserra sur mon bras, sa voix urgente mais calme. « Je vous en prie, ne laissez pas ce moment assombrir notre célébration. Jerry l'a invité intentionnellement, pour vous. » Je luttais pour retrouver ma contenance, mon esprit submergé de questions. Jerry s'approcha, son expression mêlant détermination et empathie. « Je ne l'ai pas invité à la cérémonie, seulement à la réception. C'est pour toi, mon vieil ami. Il est temps d'affronter le passé et peut-être de trouver l'apaisement. Elle tient encore profondément à toi. » La soirée progressait, Jerry et Anna se relayant pour s'assurer que je ne m'enfuis pas. Leur patience s'amenuisait tandis que je luttais avec mes émotions. Anna, exaspérée, finit par me confronter. « Pour un homme qui a affronté la guerre, vous êtes bien hésitant maintenant. Ressaisissez-vous et ayez cette conversation. Ne laissez pas la peur dicter vos actions. » Ces paroles, bien que cinglantes, sonnaient justes. Le courage liquide de plusieurs vers coulait dans mes veines lorsqu'elle apparut devant moi, sa main tendue en une supplication silencieuse pour une danse. Tandis que nous nous balancions au rythme de la musique, sa silhouette familière pressée contre la mienne, je ressentis le poids des mots non dits et de notre histoire partagée. Des larmes humidifièrent ma veste tandis qu'elle murmurait « Faisons semblant, juste pour cet instant, que notre amour ne s'est jamais estompé. » Le cœur de mon dilemme résidait dans la vérité de ces paroles, mes sentiments pour elle avaient effectivement perduré. Tandis que nous évoluions sur la piste de danse, les souvenirs envahissaient mon esprit, me rappelant pourquoi elle avait toujours été l'élue, celle avec qui j'avais imaginé partager ma vie, pour découvrir qu'elle n'avait jamais vraiment été mienne. La douleur de cette révélation me lancinait encore, même après tout ce temps. Je la tenais près de moi, me laissant emporter par la douce amertume de notre passé commun. Je bondis instinctivement, mes mains aguerries saisissant sa jambe. D'un mouvement fluide, affiné par des années d'expérience, je le fis tomber à mes côtés. L'adrénaline familière parcourut mes veines tandis que je l'immobilisais, ses efforts vains face à mon emprise implacable. Ses acolytes, pressentant le danger, cherchèrent des renforts. Mais mon cousin, le tenancier, continuait simplement à polir un verre avec une indifférence étudiée, témoin silencieux du drame qui se déroulait. Reprenant mon souffle, je confrontai mon assaillant. « Mon garçon, tu t'attaques à plus fort que toi. J'ai affronté des hommes plus coriaces dans mon sommeil. Apprends à choisir tes batailles avec sagesse. » Son visage se tordit d'une colère mal placée. « Lâchez-moi, vestige du passé. Vous avez besoin d'une leçon sur l'art de divertir les femmes mariées. » Je le relâchai, me redressant de toute ma hauteur. « Écoute-moi bien, jeune présomptueux. Ceci est une propriété privée. Si tu continues à tenter ta chance, tu partiras dans un état plus lamentable que celui dans lequel tu es arrivé. » Sourd à la raison, il se jeta sur moi. Mon poing s'abattit dans un impact satisfaisant, et il s'effondra comme un château de cartes. Me tournant vers ses compagnons stupéfaits, je grondai, emmenez cet imprudent hors de ma vue. Et transmettez ce conseil gratuit, provoquer des vétérans aguerris est un moyen assuré d'écourter son existence. Alors qu'il le traînait au loin, ma compagne arriva, ses yeux s'écarquillant à la vue de mon visage meurtri. « Oh, mon chéri, que s'est-il passé ?» Je ris doucement, minimisant l'incident. « Juste un malentendu, ma douce. »
Un jeune fougueux pensait que je regardais son épouse avec trop d'insistance. Il ne l'a pas vu venir. Son inquiétude se transforma en affection taquine. Mon pauvre héros, roucoula-t-elle, couvrant mon visage de baisers légers comme des plumes. Aucun vilain monsieur ne peut blesser mon bien-aimé. J'ignorais alors que sa soudaine pâleur et sa retraite précipitée vers les toilettes cachaient une signification plus profonde. Mon cousin Bob, toujours sage dans son rôle de barman, offrit son opinion. Ce sont toujours les plus discrets, tu sais. Vivant leur rêve américain un jour, puis soudain, leur monde s'écroule. Ce sont ceux-là qu'il faut surveiller. J'acquiesçais, me remémorant des incidents similaires de mes années militaires. Je l'ai déjà vu. Les lettres de rupture peuvent briser un homme. Néanmoins, il ferait mieux de vérifier ses sources. Ce n'est pas un combattant. Mélodie réapparut, son visage masquant mal ses regrets. Le devoir m'appelle, ma chérie. Un grave accident sur l'autoroute. Je t'appellerai demain. Tandis qu'elle se précipitait dehors, je m'installais confortablement, méditant sur mon parcours professionnel peu conventionnel. Contrairement à mon père qui sillonnait le monde, j'avais choisi une voie différente. J'étais tailleur de pierre, travaillant de mes mains, érigeant des monuments durables pendant qu'il poursuivait une gloire corporative éphémère. Mon esprit vagabonda vers les souvenirs d'enfance, un père majoritairement absent, une mère dévouée, et le jour où tout bascula. La crise de la quarantaine de papa, échangeant sa famille contre un modèle plus récent. Mes grands-pères, que son âme soit bénie, ne l'accepta pas. Il se battit bec et ongles, s'assurant que maman obtienne son dû. Au final, ce fut la menace d'un procès qui fit plier papa. Sa nouvelle compagne était autrefois son assistante. Lorsqu'il vit sa carrière fulgurante menacée, il se replia tel un château de cartes, et maman partit la tête haute, bien que le cœur brisé. Papa déménagea sur l'autre côte, et nous ne le revîmes guère jusqu'à ma remise de diplôme où il m'offrit une admission dans l'une des meilleures universités de la côte ouest si j'acceptais de déménager. Je déclinai poliment jusqu'à ce qu'il insiste, moment où je l'expulsai vigoureusement de notre maison avec véhémence. Ma mère se remaria avec un homme respectable qu'il aimait profondément. À ma grande surprise, elle tomba enceinte, et à 15 ans, je devins grand frère. J'admirais cet homme, et ma sœur le vénérait. Il proposa de financer mes études universitaires, mais n'insista pas quand je décidai de ne pas poursuivre mon éducation. À la place, je rejoignis les forces armées et servis 4 ans, dont une année dans chaque zone de conflit. À mon retour, j'avais une meilleure compréhension du monde et étudiais grâce au fonds militaire tout en travaillant pour mon grand-père. Vous l'aurez deviné, il était maître tailleur de pierre, son métier de toujours. Même à 62 ans, il possédait une constitution que des sportifs de 30 ans enviaient. Mon père ne pouvait partir assez vite, mais j'étais assez âgé pour ramasser des pierres. Grand-père en empilait dans son jardin et me récompensait selon ma rapidité à les collecter. Parfois, je les assemblais d'une manière qu'il n'avait pas prévue, mais à 13 ans, mes constructions tenaient toujours. À 14 ans, je devins son apprenti, travaillant l'été et après l'école quand il œuvrait près de la maison. Les pierres ne manquaient pas en Afghanistan, particulièrement dans mon unité, et je me détendais en construisant des murs, notamment autour de nos positions. Quand le mur que j'avais construit sauva plusieurs vies, y compris celle de notre capitaine, les gars devinrent vite des assistants passionnés. Nos positions étaient toujours les mieux fortifiées des environs. Les Afghans étaient d'excellents maçons, et j'appris leur technique, travaillant parfois à leur côté pour bâtir des écoles et des hôpitaux. J'absorbais tout ce que je pouvais d'eux. Papa m'intégra dans l'entreprise dès mon retour. Bientôt, je réalisais les chantiers à sa place, généralement avec 1 ou 2 assistants. Les grands projets restaient sous sa direction. L'un des jours les plus sombres de ma vie fut son départ, victime d'un jeune distrait par son téléphone. Il traversait la route quand Pop fut percuté de plein fouet. Les estimations indiquaient une vitesse de collision de 65 miles par heure. Pop était dans son vieux Ford de 66 ans, sans airbag ni appuie-tête. Sa nuque fut brisée et les médecins affirment qu'il partit probablement sur le coup. Quelle que soit la manière, il nous quitta à l'âge de 66 ans. Il allait prendre sa retraite après son dernier chantier. Sa grand-mère lui avait acheté un camping-car pour parcourir le pays. En prévision de sa retraite, il avait progressivement transféré l'entreprise à mon nom pour m'épargner les complications administratives. J'avais 27 ans.
La maçonnerie traditionnelle est un métier fascinant. Un maître maçon peut gagner considérablement selon le type d'ouvrage. Notre entreprise se spécialisait dans la construction et la restauration de murs en pierre sèche, édifiés sans mortier, leur stabilité reposant sur la taille et l'agencement des pierres. Cette expertise, rare à maîtriser, faisait notre renommée régionale. Mon grand-père, avant son départ, avait conclu un accord avec le système universitaire d'État pour restaurer les murs des 5 plus anciens campus. Certains, vieux de plus de 300 ans, étaient délabrés ou effondrés. Je dirigeais une équipe de 2 maîtres maçons et 3 ou 4 compagnons sur chaque site. Les compagnons gagnaient entre 15 et 20 dollars de l'heure, selon leur niveau d'expertise. Leur rémunération augmentait avec leur progression. Certes, devenir maître prenait des années, mais comme je l'ai dit, la compensation était généreuse. La question de maintenir notre contrat se posa, mais je sus les convaincre. Écoutez, Bob était déjà pratiquement administrateur avant son départ. Les mêmes maçons, avec les mêmes compétences, sont toujours là. Je garantis que la qualité ne faiblira pas. Ils finirent par nous garder, principalement parce que l'entreprise était déjà à mon nom, qu'ils n'avaient jamais eu à se plaindre et savaient qu'il serait difficile de nous remplacer. Les maçons qualifiés sont rares, et les véritables experts encore plus. Je détestais être gestionnaire sans pouvoir poser la pierre régulièrement. J'ai résolu le problème en embauchant ma sœur Becky. Elle savait bien poser la pierre et pouvait repérer un travail médiocre à des kilomètres. Elle venait d'obtenir son diplôme en commerce et comme il n'y avait pas beaucoup d'emplois intéressants disponibles, elle a accepté le poste pour l'expérience, sinon plus. Nous devions toujours tenir des réunions et vérifier les comptes, ce que nous prévoyions de faire lors des dîners familiaux hebdomadaires. Mon beau-père Jerry était comptable, et papa l'appréciait tellement qu'il lui avait confié notre entreprise quand il avait épousé maman. Grand-mère était toujours présente, et elle et maman participaient aux discussions avec leurs années d'expérience. Mon petit frère Jerry Jr. avait 15 ans, et je lui avais déjà promis un emploi pour l'été suivant. Il commencerait au bas de l'échelle, à tailler la pierre comme tous les apprentis. Il avait un don remarquable pour les mathématiques, et j'étais certain qu'il ne deviendrait pas franc-maçon. Peu importait. Les comptables étaient aussi des gens précieux. J'avais 30 ans quand j'ai rencontré Mélodie. Un jeudi soir, elle est venue dans un bar avec des amis. Nous avons ressenti une attirance immédiate, presque un coup de foudre. Billy, mon cousin et propriétaire du bar, invitait des groupes en direct les jeudis, vendredis et samedis soirs. L'endroit était un établissement populaire, il jouait donc principalement de la musique country, et certains morceaux étaient même bons. J'ai regardé Mel danser quelques morceaux rapides et admiré sa grâce. Elle s'est approchée du bar juste au moment où le groupe entamait une chanson lente et a commandé pour sa table. Quand la musique a commencé, elle m'a pris la main. « Je ne veux pas gâcher une belle chanson lente, et oui, j'adorerais danser avec toi. Merci de me l'avoir demandé. » J'étais si surpris que je ne pouvais même pas parler et je l'ai suivi maladroitement pendant que mes amis partaient. La danse lente avec Mel aurait dû être obligatoire pour la classe de terminale pour montrer comment ça devrait être. Bien sûr, si cela s'était produit, il y aurait eu beaucoup de marques d'émotion sur de nombreux jeans. Cette femme se pressait contre vous, ne laissant aucun espace entre nous, bougeant avec une telle grâce qu'on avait l'impression d'être seul, hormis la chaleur extrêmement agréable et la sensation de son corps. Je crois que je suis tombé amoureux d'elle avant même la fin de la première chanson. Elle était grande, environ 1,75 mètres, et quand elle mettait ses talons de 12 cm, elle pouvait me regarder dans les yeux. Quand la danse s'est terminée, elle n'a pas lâché ma main et m'a entraîné vers sa table. J'ai rencontré ses amis, mais je ne pourrai toujours pas vous dire leur nom. Le groupe s'est arrêté 45 minutes avant la fermeture, et nous pouvions enfin discuter sans crier. Ses amis, lassés d'attendre, la pressaient de rentrer. « Allez, Mel, embrasse-le donc. On sait que tu en meurs d'envie. » Prends son numéro et partons, lui lança l'une d'elles, ce qu'elle fit. On n'oublie jamais le premier baiser de quelqu'un qui nous plaît. « Tu seras là demain ?» demanda-t-elle en s'écartant. J'acquiesçai simplement. « Retrouve-moi devant à 19h30. Emmène-moi dans un bel endroit pour dîner. Au revoir. » Et elle disparut, laissant les traces de son parfum sur moi et le goût de ses lèvres sur les miennes. Je retournai au bar où les gars m'attendaient pour me charrier. « Pas mal joué, bandit » ricana Billy. « Si elle te tendait un cerceau,
Je pense que tu sauterais au travers. Ce surnom me venait de mon vrai nom, Jesse James. Mon père l'avait choisi, disant qu'il admirait son image de Robin des Bois. Un jour, j'ai découvert des informations à son sujet. De nombreux historiens le considèrent comme le premier criminel sociopathe de l'histoire américaine. Je me moquais du pourquoi. Je me moquais du comment. Ce qui m'importait, c'était qu'elle m'ait choisi. Mais j'étais incroyablement méfiant. Voyez-vous, mon parcours amoureux n'était pas des plus brillants. J'avais eu 2 relations sérieuses après le lycée. La première s'est terminée lorsqu'elle m'a clairement dit qu'elle ne m'attendrait pas pendant mon service militaire. J'ai 19 ans. Tu pourrais ne pas revenir. Je ne veux pas d'un avenir si incertain. Je tiens vraiment à toi. Et si je suis encore célibataire à ton retour, peut-être pourrons-nous recommencer. Eh bien, je l'ai mal vécu, mais je comprenais. Nous nous sommes revus à mon retour, mais nous avions tous deux changé et la magie s'était évanouie. Nous l'avons réalisé assez tôt et sommes restés amis. La seconde, je l'ai rencontrée à l'université, elle était la vedette de l'équipe de volley-ball. Grande, athlétique, séduisante, et la femme la plus présomptueuse que j'ai jamais rencontrée. Quelqu'un lui avait dit un jour qu'elle était exceptionnelle, et elle y avait cru pour le reste de sa vie. L'équipe de volley-ball avait remporté plusieurs fois le championnat national dans une école où le basketball et le football étaient médiocres. Cela faisait d'elle la reine des abeilles, et tant le personnel que les étudiants se pliaient à ses moindres caprices. Tout le monde en ville connaissait Cindy Tolliver. Je n'étais pas mal non plus. 1,85 m, et grâce à l'entraînement militaire et au travail, j'étais aussi dur que les pierres sur lesquelles je travaillais, avec des abdominaux impressionnants. Non pas que j'enlève ma chemise ailleurs qu'au travail. Cheveux châtains clairs au reflet roux dû au temps passé en extérieur et des yeux bleus si pâles qu'ils paraissaient presque gris. J'avais également un bronzage permanent à force de travailler dehors. La beauté de la construction en cloison sèche réside dans le fait qu'elle peut être réalisée même par temps froid, car on n'a pas à se soucier de la prise du mortier. Nous travaillions donc toute l'année, sauf quand le sol était tellement gelé qu'on ne pouvait pas poser la pierre correctement. Je donnais la plupart de mes cours en hiver. Cindy était tellement habituée à obtenir ce qu'elle voulait qu'elle fut choquée quand quelqu'un lui refusa quelque chose. Il s'est avéré que c'était moi qui ai dit non ce jour-là. Nous étions dans un bar-restaurant populaire hors du campus. La nourriture était délicieuse, les prix raisonnables, et l'endroit était très fréquenté pendant l'happy hour. J'étais assis seul à une grande table. Tout le monde était occupé avec la foule. Il servait vraiment de la bonne cuisine et j'étais à mi-chemin d'un excellent cheeseburger quand elle est entrée avec son entourage. 2 autres femmes et 4 hommes. En regardant autour d'elle, elle découvrit rapidement que la seule table disponible était la mienne. Elle s'approcha de moi. « Mes amis et moi avons besoin d'une table et vous n'occupez qu'une place. Pourriez-vous nous la céder pour qu'on puisse s'asseoir ?» Elle sourit artificiellement, présumant que je serais ravi de m'éclipser pour son bon plaisir. « Oui », dis-je avec un sourire, continuant de manger. Elle supposa que oui signifiait que je partirais, mais oui signifiait que j'étais d'accord, alors j'ai continué à manger. Après 1 minute ou 2, elle renifla avec dédain. « Vous allez partir ou quoi ? Nous attendons. Quand j'aurai fini ou qu'une plus petite table se libérera, je vous la céderai volontiers. Ou puisque j'ai tant de place, vous pouvez tous vous joindre à moi. Tu peux aller te mettre au bar, dit l'un des gars d'une voix forte, faisant la moue légèrement. Je souris narquoisement. Mon garçon, ne sais-tu pas que manger debout fera grossir tes jambes ? J'ai déjà assez de mal à trouver une demoiselle convenable. Pas la peine d'en rajouter. Peut-être que je devrais te faire partir, grogna-t-il. Il semblait mesurer environ 1,78 m et être en assez bonne forme, mais sa posture et son attitude trahissaient son inexpérience. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai pris une grande gorgée de thé, mangé quelques frites et soupiré. D'accord, je vois 3 issues possibles. 1. Tu me battes et les gens pensent que tu es un crétin puisque tu as commencé une bagarre avec quelqu'un qui ne dérangeait personne. 2. Je te mets une raclée devant tes amis et tout le monde pensera que tu l'as mérité pour être un parfait imbécile. Ou 3. Tu me laisses tranquille pendant que je termine mes 2 dernières bouchées et je partirai. Pourquoi ne pas laisser tes amis s'asseoir pendant que tu vas commander les boissons ? Je serai parti d'ici là. Cindy observa cet échange avec stupéfaction. Elle leva la main. Arrête, Brian. Je pense que cela pourrait mal finir pour toi si tu continues.
Fais comme il a dit, va nous commander des boissons. Nous resterons ici si ce monsieur veut partager. À ce moment-là, j'en avais assez. Je me suis levé, repoussant la chaise pour la jeune femme la plus proche. Je vous en prie, prenez une table. De toute façon, j'ai terminé. Passez une bonne soirée. J'ai attrapé la colonne près de la table et saisi ma canne. Ma jambe était plâtrée, résultat d'un étudiant trop enthousiaste qui voulait m'impressionner. Il avait fini par laisser tomber une pierre de 30 kilos sur mon pied, me brisant 2 os. C'est pour cela qu'il me fallait une table. Je ne pouvais pas rester debout au bar. Ses yeux s'écarquillèrent. « S'il vous plaît, restez et laissez-nous vous offrir une bière. Je vous remercie de l'offre, mais je dois décliner. Je ne peux pas boire en ce moment à cause de mes médicaments. » Brian revint, vit le plâtre et eut un sourire narquois. Je compris qu'il pensait que ce serait facile avec moi. Sans surprise, il me suivit jusqu'à ma voiture. « Tu crois que le plâtre va te sauver? Ça ne fera que faciliter les choses. » Je vais, j'en avais assez entendu. Alors je me suis retourné, grimaçant au mouvement soudain, et j'ai enfoncé la pointe de ma canne dans les tissus mous au-dessus de son entrejambe. Il s'est effondré comme une pierre, émettant un son semblable à un ballon qui se dégonfle et s'essouillait. Je me suis retourné vers mon véhicule. « Ne te relève pas avant que je sorte du parking. Si tu le fais, je considérerai que tu as l'intention de me blesser et tu n'aimeras pas ma réaction. » Grandis un peu avant de tomber sur quelqu'un de moins patient que moi. Il était toujours allongé là quand je suis sorti. Je ne le savais pas, mais Cindy et ses amis avaient remarqué son absence et étaient sortis pour me porter secours. Elles ont pu assister à notre petit échange. Elles ont relevé Brian, l'ont épousseté, et Cindy a harcelé tout le monde dans le restaurant pour obtenir des informations sur moi. Cindy s'est donné la peine de me retrouver. Elle n'a pas eu beaucoup de succès car j'étais principalement en cours du soir et ne fréquentais pas le milieu universitaire. J'étais plus âgé, beaucoup plus mature et orienté vers le service plutôt que vers l'expérience universitaire. Elle a finalement réussi à me localiser en surveillant le bar et grill. Quand je suis entré, elle s'est levée, désignant une chaise vide. « Super, vous êtes là. Je vous ai gardé une place. » Elle a pointé la seule chaise vide à la table. J'ai regardé autour de la salle. Il y avait d'autres places libres et j'allais me diriger vers l'une d'elles quand elle a posé sa main sur mon épaule. « S'il vous plaît, » a-t-elle dit, n'utilisant pas souvent ce mot, juste un moment. Nous vous devons des excuses. Brian était un idiot et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il ne traîne plus avec nous. Je crus percevoir de la sincérité dans sa voix et je m'assis. À ma grande surprise, je découvris qu'elle et ses amis n'étaient pas des écervelés. L'une étudiait les sciences politiques et avait reçu une excellente proposition d'un groupe de pression pour après l'obtention de son diplôme. Une autre se préparait à entrer à l'université de Yale et une troisième allait travailler pour son père après avoir obtenu son MBA de Wharton. Cindy se spécialisait en psychologie du sport, un diplôme qui lui serait utile après sa carrière de joueuse professionnelle de volley-ball. C'était un plaisir de les observer repousser les admirateurs tout en discutant de la rentabilité des nouveaux sports dans le contexte de leur avenir, me demandant occasionnellement mon avis. Quand je le pouvais, je répondais à leurs questions. Quand je ne pouvais pas, j'en discutais ouvertement. Je leur expliquais que j'étais trop occupé par mon entreprise pour suivre beaucoup de sports, particulièrement les nouveaux sports extrêmes. Cela suscita des questions sur mon domaine d'activité, notamment de la part de la future professionnelle des affaires. « Waouh, vous parlez d'un marché de niche. Est-ce rentable? Quel est votre plan d'affaires? Quelle part du marché contrôlez-vous » Je levai la main pour l'arrêter. « C'est très rentable. Je ne serai peut-être jamais riche, mais je vivrai très confortablement. Ma publicité se fait par le bouche à oreille et mon type de travail n'est pas à la portée de tous. Je travaille principalement sur des propriétés de plusieurs millions de dollars. En ce moment, j'ai 2 grands projets pour des promoteurs immobiliers, plus un contrat de restauration pour le système universitaire public. Avec mes équipes actuelles, je travaille depuis presque 2 ans et je m'envole demain pour discuter avec des systèmes universitaires dans 2 États pour faire la même chose que ce que je fais ici. Avec mes équipes actuelles, cela ajoutera 2 ou 3 ans de travail supplémentaires. Je vais probablement interviewer et embaucher des maçons locaux pour démarrer le projet à temps. Même quand l'économie s'est effondrée, comme je travaille généralement pour les riches, j'ai toujours eu un travail stable. Tout le monde se recula, surpris. « Becca,
qui étudiait le commerce, parla la première. Je suis justement en train d'écrire un article sur la viabilité des entreprises de niche. Je pense que je vais reprendre tout ce que j'ai déjà et faire un article uniquement sur votre entreprise si vous me le permettez. S'il vous plaît? Je réfléchis un instant et souris. Bien sûr, ce sera de la publicité gratuite supplémentaire pour l'entreprise. Sachez simplement que la majorité du travail se fait sur le terrain, donc vous devrez peut-être voyager si vous voulez une analyse approfondie. Elle sourit. Pas de problème. L'un des avantages d'avoir des parents riches, c'est l'argent facile, surtout si je leur dis que c'est lié aux études. Cindy fronça les sourcils à l'idée de me suivre partout, mais prudemment ne dit rien sur le moment. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé de l'en dissuader. Becca refusa. C'est une bonne opportunité, CN. Le rapport sera un atout pour ma candidature à Wharton. Et je n'ai pas l'intention de sortir avec lui. Elle esquissa un léger sourire narquois avant de poursuivre. Ses intentions à lui sont une toute autre affaire. Soyons honnêtes. C'était une femme magnifique et déterminée, habituée à obtenir ce qu'elle voulait. J'étais plus calme et conciliant, enclin à suivre le mouvement sauf si cela entrait en conflit avec mes valeurs. L'inévitable se produisit et nous partageâmes des moments intimes, commençant ainsi une relation assez intense de 2 ans. Je la menais habilement, réalisant très tôt que la seule façon de maintenir l'équilibre était de la déstabiliser. Si elle devenait trop à l'aise, son côté autoritaire ressurgirait. Je le lui ai expliqué. Tu es peut-être la reine à l'école, mais pour moi tu n'es qu'une fille parmi d'autres. Tu es magnifique et je suis attiré par toi, mais je ne serai jamais ton faire-valoir. Je considère une relation sérieuse comme un partenariat avec ses avantages et ses inconvénients. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Dans une relation idéale, les faiblesses et les forces devraient s'équilibrer et chaque partenaire devrait prendre les rênes de temps en temps. Tu comprends? Elle me sourit, mi-moqueuse. Oh, je comprends. Et j'ai l'intention d'être ta reine avant que nous ayons fini, tout comme tu seras mon roi. C'étaient les mots que je devais entendre, alors pendant 18 mois j'ai gravi la montagne pour découvrir qu'il n'y avait que de la roche nue au sommet. Je pense qu'elle aurait été disposée à partager mon intimité dès le premier rendez-vous si j'avais insisté, mais je l'ai fait attendre, ce qui faisait partie de mon plan pour la déstabiliser. Nous sommes passés aux caresses passionnées, mais je m'arrêtais toujours, ce qui la contrariait beaucoup. Finalement, elle en eut assez. Un soir, alors que je l'avais amenée au bord de l'extase avant de m'arrêter, elle explosa. Bon sang, bandit. Il est temps d'être un homme et de me faire tienne. Quel est le problème? Tu ne me trouves pas désirable? Je peux te donner des références. Ou as-tu peur de ne pas être assez homme pour me satisfaire? Ne t'inquiète pas, chérie, je suis prête à t'apprendre comme je l'aime. Je pense qu'elle réalisa qu'elle exagérait, à en juger par l'expression de son visage. Elle commença à essayer de s'excuser, mais je l'interrompis. Ne t'en fais pas, Sin. Plusieurs de tes connaissances m'ont déjà décrit en détail tes talents. Je n'ai pas autant d'expérience que toi, mais je n'ai jamais eu de plainte. C'est très gentil à toi de proposer de partager ton expérience avec moi. Comme au volleyball, plus on s'entraîne, meilleur on devient. Et nous savons déjà à quel point vous y excellez. Je fis une pause, pensant avoir peut-être été trop direct concernant son expérience. Aussi aimable que soit votre proposition, je pense devoir décliner. Je vous souhaite une bonne nuit. Elle supplia et implora tandis que je quittais son appartement, essayant même de me retenir physiquement. C'était une femme robuste, forte, mais j'avais soulevé trop de pierres pendant des années, et je me dégageais aisément de son emprise. Je ne la vis pas pendant 2 semaines, malgré ses appels, messages et courriels. Il se trouvait que j'avais une échéance et devais de toute façon travailler les week-ends. Ces 2 derniers courriels étaient particulièrement acerbes. Elle n'était pas habituée au rejet et le gérait mal. De retour en ville, je croisai Becca, une étudiante en commerce, et Carole, son amie de la faculté de droit, dans un bar-restaurant. J'étais assis seul quand elles s'approchèrent de ma table. Carole sourit largement. « Alors, c'est vrai que Cindy t'a quitté ?» Becca vit mon visage se crisper et gloussa. « Regarde son expression, Carole. Je parie qu'en vérité, c'est lui qui l'a quittée. N'est-ce pas, Jess ?» J'adoptais une expression indifférente. Je dirais que c'était une séparation mutuelle. Disons simplement que nos conceptions des relations étaient trop divergentes. Ah,
dit-elle. Je dirais plutôt qu'elle te demandait de sauter et que tu lui expliquais que tu n'aimais pas les cerceaux. Quoi qu'il en soit, ça l'a beaucoup perturbée. Elle est insupportable depuis ta disparition. L'entraîneur a menacé de la mettre sur le banc si elle ne se reprenait pas. Oh, quand on parle du loup. À cet instant, Cindy entra avec un ballon de basket dans les bras. Elle nous vit assis ensemble et perdit son sang-froid. Laissant le joueur de basket en plan, elle fonça vers nous. Il la suivait, tentant de lui prendre la main. Pour la deuxième fois, elle gronda « Lâche-moi ». Quelle partie de « Nous sommes juste amis, ne comprends-tu pas ?» L'expression sur son visage révélait que ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait dire. « Qu'est-ce qui te prend, Sin ? Pourquoi es-tu si obsédé par ce pecno ? Il a déjà été assez stupide pour te larguer. C'est un perdant. Je parie qu'il ne pourra jamais t'offrir le train de vie que tu mérites, contrairement à moi. » Becca faillit tomber de sa chaise de rire. Que disait Bugs Bunny déjà ? Ah oui, quel imbécile. Tu n'es même pas sorti du lycée et tes chances d'être pro sont minces au mieux. Selon ta spécialité, il te faudra des années avant de gagner correctement ta vie. Jesse possède déjà sa propre entreprise prospère depuis plusieurs années. Il gagne largement plus de 6 chiffres, et ce montant augmente chaque année. Pas mal pour un provincial, n'est-ce pas Dustin ? Il était sur le point de protester avec colère lorsque Carol est intervenue dans la conversation. Dustin, quoi que tu penses, arrête. Regarde-le. Ses muscles ne viennent pas de la salle de sport. En plus, il a été au combat 2 fois, alors il sait comment blesser et neutraliser les gens. Il n'aurait probablement aucun mal à te démonter et te réassembler avec 30 cm de moins. Tu veux peut-être t'asseoir au bar pendant qu'il parle avec ses hyènes ? Viens, Becca et moi te tiendrons compagnie. Elles l'ont emmené malgré ses protestations. Ses hyènes s'est assise et m'a fixé pendant environ 3 minutes avant de parler. Le pire avec les gens qui te gâtent, c'est que ça fonctionne. Je sais que je suis arrogante et une vraie maniaque du contrôle. Je sais que je ne supporte pas qu'on me dise non, mais Jess, je suis une bonne personne. Je suis à l'université, et tu sais que je peux apprendre. Pourquoi ne pas recommencer à zéro ? Je suis resté là, pensif. C'était le genre de personne qui ne savait pas apprécier le silence, alors elle a repris. Je regrette cette nuit-là. On m'avait conditionné à penser que j'étais un cadeau du ciel et qu'on devait m'apprécier. Je sais que je ne suis qu'une fille, une belle fille, mais il y a plein de filles plus jolies, mieux bâties, plus intelligentes et plus compréhensives. Becca et Carol, par exemple. Elles n'ont pas caché que si nous rompions vraiment, elles seraient intéressées. Mais elles ne t'aimeront jamais comme je t'aime, Jess. Elles ne fondront jamais comme je fonds quand tu les touches. Si tu veux attendre, j'attendrai. Tu fixes le rythme. Je suivrai ton exemple. 4 mois plus tard, elles voulaient voir où nous allions. Elles n'ont pas gagné les nationaux cette année-là. Elle m'en a tenu responsable, disant que je la distrayais avec des entraînements supplémentaires et que je maintenais son niveau d'énergie bas. Elle devait obtenir son diplôme et avait une offre très attrayante pour rejoindre une professionnelle expérimentée en beach volley. Le salaire était plutôt bon, mais comme elle l'expliquait, l'argent venait davantage de la publicité, des apparitions publiques et de la télévision. Elle voulait travailler pendant 3 ans pour économiser assez d'argent pour poursuivre ses études jusqu'au doctorat. Après plusieurs longues conversations, nous avons décidé que la chose la plus intelligente à faire était de nous marier. Elle s'est pâmée quand j'ai fait ma demande et lui ai donné une bague. Nous avons décidé d'attendre après sa première année d'emploi pour nous marier. J'espérais qu'elle en aurait assez d'ici là et partirait se concentrer sur ses études. Je pouvais me permettre de payer pour elle. Elle venait d'une famille monoparentale et son père n'avait pas les moyens de l'aider. Nous avons passé un mois merveilleux ensemble. Elle m'accompagnait de chantier en chantier, découvrant les villes que nous visitions pendant que je travaillais, puis elle s'appliquait à m'épuiser délicieusement chaque soir. Pour la première fois de ma vie, je peinais à soulever de lourdes pierres. Mon équipe riait en me disant que si je ne faisais pas d'exercice après le travail, je retrouverais ma force. C'est pour ça que je vous paye, bande d'idiots, pour porter les pierres. Pas question que j'abandonne mon programme d'exercice. Maintenant, apportez ces pierres ici. À son départ, j'étais bouleversé. Elle s'accrochait à moi en pleurant comme une enfant. J'ai dû presque la détacher de moi pour qu'elle puisse monter dans l'avion. C'était vraiment difficile car je ne voulais pas qu'elle parte. Si ça ne te plaît pas, ma chérie,
Rentre à la maison. Tu sais que j'ai de quoi payer tes études, tu n'as pas à t'inquiéter. Elle soupira en me serrant plus fort. Toute ma vie, on s'est occupé de moi. Mon père, puis l'école. Maintenant toi. Pour une fois, j'ai besoin de prouver que je peux me débrouiller seul. Et puis, j'ai signé un contrat. Je dois jouer cette saison. Je n'aimais pas ça, mais je comprenais. La première année fut difficile pour nous deux. Elle excellait dans ses performances. Elle et son partenaire ont atteint la première place du classement. Au fil de leur victoire, leurs revenus augmentaient. Je regardais à la télévision et je n'appréciais guère leur tenue minimaliste. C'est stipulé dans le contrat, mon cœur. Le fabricant nous a proposé une campagne publicitaire grâce à notre popularité. C'est un bon montant, chérie. Tu ne m'en veux pas? Comment ne pas la soutenir? Cela empiétait sur notre temps ensemble, mais nous nous en sortions. Nous en sommes arrivés au point où nous n'étions ensemble qu'une fois par mois pendant 3 jours. Je comptais les jours jusqu'à la fin de la saison. Elle rentrait et nous essayions de rattraper le temps perdu. Maman faisait des allusions aux petits-enfants. Il s'est avéré que ma sœur et moi avions un point commun. Nous aimions toutes les deux les filles. Cela expliquait pourquoi elle traînait si souvent avec nous. Elle espérait séduire l'une des amies de Cindy. Elle avait quelques coéquipières. Beck a réussi à sortir avec l'une d'elles une fois, mais elles se sont séparées car aucune ne voulait s'engager dans une relation. Finalement, elle a trouvé une fille douce et tranquille et elles se sont mariées. En plus de me harceler, après avoir accepté le choix de Becky, ma mère a commencé à lui suggérer d'adopter un enfant ou de recourir à l'insémination artificielle. Elles y réfléchissaient. Après 4 semaines merveilleuses, elle devint morose. J'ai supporté autant que possible avant de la confronter. Qu'est-ce qui se passe? N'essaie pas de m'éviter. On va rester assis ici jusqu'à ce que tu me dises. Elle est restée silencieuse un moment avant de me parler. J'ai signé un contrat pour une autre saison. Ils ont doublé notre rémunération et l'exposition vaut beaucoup plus. Je suis désolé, mon amour, mais je dois le faire pour moi. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Je n'étais pas fâché. J'étais furieux. On s'est disputé la plupart du temps jusqu'à son départ. Pourquoi ne peux-tu pas être plus conciliant? Juste cette année. Je te le jure, je t'ai soutenu toute l'année dernière. Tu avais fait des promesses, tu te souviens? Tant pis pour ta parole quand il s'agit d'argent. Mauvais mot. Elle a éclaté en cris. Je n'écoutais qu'à moitié. Et après environ 10 minutes, elle a réalisé que je ne buvais pas ses paroles. Elle s'est arrêtée immédiatement. D'une voix douce, elle a réessayé. Je suppose que je le mérite. Écoute, je vais rédiger un contrat. Si je n'arrête pas l'année prochaine, le mariage est terminé. S'il te plaît, interdis-le. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je l'ai simplement regardé. Tu n'as pas besoin d'un contrat. Si tu n'arrêtes pas l'année prochaine, je pars. Tu comprends? Elle a un peu pâli et fait une multitude de promesses, des promesses qu'elle n'a pas tenues. Au début de l'année suivante, les choses se sont même améliorées pour eux. Sa partenaire, Jen, m'a appelé pour me remercier de la laisser jouer. C'est ma dernière année en tournée, donc si elle ne trouve pas une nouvelle partenaire, elle arrêtera aussi. Je compte enseigner. J'ai déjà trouvé un poste de professeur de mathématiques et entraîneuse de volley-ball dans un petit village en Californie. J'ai toujours adoré les vacances à la plage. Peut-être que je trouverai un gentilhomme tranquille et me remarierai. Mais si nous avions eu un arrangement comme le vôtre, peut-être serais-je encore marié. Je ne savais pas qu'elle était divorcée. Je savais qu'elle était mariée et qu'il n'aimait pas ses absences. Quand Cindy m'a dit cela, je lui ai lancé un regard réprobateur. Elle a compris l'allusion et s'est tue. Quel arrangement, Jen? Ma façon de le dire l'a fait hésiter. Tu sais, à propos de votre entente. J'ai laissé le silence s'installer et elle est devenue nerveuse. Je suis désolé de ne pas avoir été clair. Je ne voulais pas dire entente. Je voulais dire votre compréhension. Elle a beaucoup de chance de t'avoir. Je dois partir maintenant. Regardez-nous à la télé. Toute cette conversation m'a mis un peu mal à l'aise. La première fois qu'elle est rentrée, je lui ai posé la question à ce sujet. Ne t'inquiète pas, mon amour. Elle est devenue un peu étourdie depuis le divorce. Je pense que ça l'a plus affectée qu'elle ne veut l'admettre. Crois-moi, je ne ferai pas la même erreur qu'elle. Je t'aime trop. Quand je lui ai demandé quelles étaient ses erreurs, elle s'est un peu vexée.
J'ai insisté et elle a finalement avoué qu'elle avait eu une liaison avec l'un des hommes de la tournée et que son mari l'avait découvert. Tu as ma parole, mon amour. Je ne te ferai jamais souffrir ainsi. J'ai trop à perdre. Elle appelait habituellement chaque lundi et mardi, mais je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, même après avoir laissé 6 messages. La semaine suivante, je lui ai rendu l'appareil, ne décrochant pas une seule fois sur les 10 appels qu'elle a passés. La semaine d'après, elle est rentrée à l'improviste, furieuse. Après sa diatribe sur mon silence, je lui ai dit que je ne faisais que suivre son exemple. Nous étions tous les deux furieux, mais cela s'est terminé quand je lui ai dit d'aller retrouver son amant espagnol où bon lui semblait. Elle est devenue si pâle que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. À ce moment-là, j'avais déjà épuisé ma patience pour communiquer avec elle, alors je me suis levé et je suis parti. 2 jours plus tard, elle m'a retrouvé sur le chantier et m'a supplié à genoux de la laisser parler. Elle n'a cessé de me répéter pendant 2 jours qu'il n'y avait rien, et que si j'étais si malheureux, elle ne ferait plus jamais de publicité. Elle a juré sur tout ce qui lui passait par la tête qu'elle partirait définitivement à la fin de la saison. Avec le recul, on pourrait dire qu'elle récitait un texte, mais c'était les mots justes au bon moment et je l'ai cru. Elle a fait 2 autres séances photos, les 2 fois avec un golfeur. Tout a commencé quand j'ai eu besoin de pneus pour mon camion, alors je suis allé chez un concessionnaire dans la ville où je travaillais. Cela a pris plus d'1 heure et je suis allé déjeuner de l'autre côté de la rue. Après le déjeuner, j'ai dû attendre encore 10 minutes qu'il termine et j'ai feuilleté les magazines distraitement. Mon attention a été attirée par un magazine de golf d'il y a 2 semaines. Il y avait un portrait de Juan Pablo le montrant sur et en dehors du terrain. Dans la photo qui a attiré mon regard, il était assis dans les gradins regardant un match de volley-ball de plage puis embrassant l'une des joueuses victorieuses. L'article le citait disant qu'il assistait à chaque compétition que son emploi du temps permettait pour soutenir sa petite amie. Tu l'as deviné, la joueuse était Cindy. J'étais fou de rage. J'ai délibérément manqué ses appels et pris l'avion pour son prochain match. Elle et John partageaient toujours une chambre et je suis arrivé vers 19 h. John a ouvert la porte et a pâli en me voyant. Cindy n'était pas là. Je l'ai appelée en présence de John. Elle était ravie de m'entendre. « Salut chérie. Où étais-tu ? Je commençais à m'inquiéter que tu m'aies remplacé. Je ne pourrai jamais te remplacer, ma chérie. Je te dérange pendant ton dîner ? J'entends du bruit en arrière-plan. Oui, Jean et moi sommes dans la salle à manger de l'hôtel. La nourriture est vraiment excellente. J'ai réussi à discuter avec elle quelques minutes pendant que John devenait de plus en plus pâle. J'ai raccroché le téléphone et souri à Jean. « Jean, t'ai-je déjà dit que j'étais dans l'armée ? J'ai passé 2 ans dans le désert à ôter la vie aussi souvent que possible. Je ne te tuerai pas, John, mais si je n'obtiens pas la vérité maintenant, je te briserai les poignets et les genoux. Tu survivras, mais tu ne marcheras plus jamais correctement ni n'utiliseras tes mains comme avant. Personne ne veut d'un joueur ou d'un entraîneur de volley-ball handicapé. J'irai certainement en prison, mais pas avant d'avoir retrouvé Cindy et son amant latin. C'est ton choix, mais si tu veux prendre la voie facile, c'est le moment. » L'aurais-je fait ? Non, mais à ce moment-là j'étais fou de rage. John a dû penser que j'étais sérieux, à en juger par l'expression effarée sur son visage. Elle parlait si vite que j'ai dû lui demander de ralentir. Ça a commencé à la fin de la première saison. Pas avec lui, mais avec un autre joueur de volley-ball. Pas d'amour, dit-elle, juste une tension à apaiser. Elle a avoué qu'elle faisait la même chose jusqu'à ce que son mari la surprenne. Elle a supplié, mais le mal était fait et il a divorcé. Cindy s'est bien entendue avec Juan lors de sa première séance photo, mais apparemment le contact charnel était trop tentant. Elle m'a dit que tu étais d'accord, Jess. Elle disait que tu faisais pareil. Qu'il y avait un accord entre vous. Elle était libre d'assouvir ses désirs, et toi tu faisais de même pendant tes déplacements professionnels. Elle disait aussi que tout serait fini à la fin de la saison et parlait sans cesse de son bonheur à l'idée de votre mariage. Elle a baissé la tête, admettant qu'elle savait maintenant qu'il n'y avait aucun accord. Où est-elle maintenant ? Ses yeux se sont écarquillés. S'il te plaît, Jess, laisse-moi l'appeler pour la faire revenir ici afin que vous puissiez parler. Je suis sûr que vous pouvez arranger les choses. Dis-moi maintenant où tu auras au moins un coude cassé en plus de tes blessures. Je me suis levé et elle a reculé d'horreur. Ils sont dans son hôtel de l'autre côté de la ville. Ils participent à un tournoi ici. Elle m'a donné le numéro de chambre,
me disant qu'il n'y serait peut-être pas, qu'il pourrait être au bal. Je l'ai saisi à la gorge et l'ai plaqué contre le mur, pressant mon visage contre le sien. Si tu la préviens, je reviendrai encore plus en colère. Est-ce qu'on se comprend? Elle s'est souillée sur place et a hoché la tête si rapidement que j'ai craint qu'elle ne se blesse. Je me suis tenu dans le hall et les ai regardés entrer dans la chambre main dans la main et se diriger vers les ascenseurs. J'avais le numéro de chambre et j'aurais pu attendre, mais je savais ce qu'ils faisaient alors je ne voyais pas l'intérêt d'attendre qu'ils se dévêtissent. Je leur ai donné 3 minutes et j'ai enfoncé la porte. Elle s'est retournée, m'a reconnu et a failli s'évanouir. Il était tellement ivre qu'il essayait de jouer les machos. Je l'ai vite maîtrisé en le faisant pivoter et en lui bloquant le bras. Ne bouge pas, salaud. Si tu résistes, ça va mal se passer. Tu comprends? Bien. Maintenant dis-moi depuis combien de temps vous vous amusez, et si tu mens, je le saurai. 3, peut-être 4 mois. Ça ne veut rien dire, mec. Calme-toi. Donc tu t'es amusé tout ce temps en sachant qu'elle était fiancée et tu trouvais ça normal? J'ai lu que tu étais fiancé et qu'on t'attend en Espagne. Je me demande si elle trouvera ça anodin. Si on l'appelait pour savoir? À ce moment-là, il suppliait. Cindy s'est mise derrière le lit et a rajusté sa robe. Elle n'avait toujours pas dit un mot. J'ai réalisé que le temps pressait. Il y avait du monde dans le couloir et je n'étais pas connu pour mon calme. Je l'ai lâché et il s'est relevé. Je l'ai frappé. Essaie de jouer au golf maintenant, espèce d'ordure. Il s'est effondré au sol et j'ai regardé Cindy. Garde la bague. Ça n'a plus d'importance pour moi. Reviens quand tu auras le courage et je ferai tes bagages. N'essaie pas de parler. Nous n'avons plus rien à nous dire. Plus rien. Je suis sorti, j'ai pris l'ascenseur et j'ai demandé le directeur. Je me suis excusé, disant que j'étais toujours maladroit et que j'étais tombé à travers la porte de la chambre 418, expliquant que ma petite amie et moi allions rendre visite et qu'il était devant la porte et pourrait être blessé. J'ai donné mon numéro de carte de crédit en disant que je serais heureux de payer les réparations et les frais médicaux. Il voulait que je reste mais je lui ai dit que je devais vraiment prendre un avion et qu'il pouvait appeler s'il avait besoin de moi. Il pourrait demander mon numéro à un ami. J'ai découvert le lendemain en regardant une partie du tournoi auquel il participait. Les commentateurs en ont fait toute une histoire, disant qu'il pourrait terminer le reste de la saison, expliquant que c'était juste un accident entre amis. La machine à rumeurs dans les deux sports s'est immédiatement mise en marche et il a utilisé sa blessure comme excuse pour rentrer chez lui. La saison suivante, les commentateurs ont évoqué son nouveau statut de célibataire. Je n'ai rien dit à personne mais beaucoup d'autres golfeurs et commentateurs séjournaient dans le même hôtel et il était impossible de garder le silence. Jean et Cindy ont mal joué les 3 matchs suivants, perdant à chaque fois. À la fin de la saison, Jean prit effectivement sa retraite et Cindy s'associa avec une nouvelle partenaire fraîchement diplômée. Elle joua 4 saisons supplémentaires avant d'arrêter et d'obtenir son doctorat. Pendant environ 3 mois, elle tenta de me parler, disant à ma mère qu'elle viendrait en avion et que nous parlerions même si elle devait m'y forcer. Ma mère en rit et la rabroua, mais elle ne vint jamais. C'était tout. Rien d'original, la même chose se produisait probablement des centaines de milliers de fois chaque jour dans le monde entier. Et c'était mon univers qui s'était effondré. Pendant 2 ans, j'éprouvais une profonde méfiance dans mes relations avec les femmes. Puis je rencontrai Mélodie et la lumière revint dans ma vie. Comme je l'ai mentionné, elle travaillait comme infirmière en traumatologie dans un hôpital local. Des gardes de 12 heures les lundis, mardis et mercredis, et d'astreinte une semaine sur 2. Je pensais que c'était le destin car elle ne faisait que travailler et j'étais généralement absent au moins 4 jours, donc nos temps libres coïncidaient souvent. Nous avons commencé doucement, quelques dîners au restaurant, des soirées dansante dans des établissements plus raffinés que le bar où nous nous étions rencontrés. Nous avons regardé quelques films romantiques, visité un musée, assisté à un match de baseball. Elle était partante pour tout. Mais encore une fois, ce n'était qu'une question de temps avant que je ne plonge dans ses magnifiques yeux et que je ne me mette en 4 pour lui plaire. Nous ne nous voyions jamais les jours où elle travaillait, bien qu'elle m'appelât toujours pendant ses pauses. Elle vivait avec 2 autres infirmières qui avaient convenu de ne jamais ramener leurs compagnons à la maison. L'une de nous travaille toujours pendant que l'autre dort généralement, alors nous vous tenons à l'écart pour éviter les distractions. De plus, l'année dernière avant d'établir ces règles, l'une a séduit le compagnon de l'autre pendant son sommeil.
J'ai dû les remplacer toutes les deux. Donc pas de petits amis chéris, les règles sont les règles. Nous étions ensemble presque continuellement depuis mon retour du travail jusqu'à ce qu'elle doive rentrer se préparer pour son service. Là de louer des chambres d'hôtel, je me mis à chercher. J'avais de nombreux contacts dans mon secteur d'activité, alors quand j'ai demandé aux gens de me signaler une maison d'au moins 3 chambres avec un grand terrain, j'ai essuyé pas mal de moqueries. Quelqu'un t'a enfin mis la corde au cou, n'est-ce pas? Tant mieux pour toi. C'était un thème récurrent. Je me contentais de sourire et de montrer sa photo. Les commentaires se résumaient alors à « Sacré vénard ». Un décorateur d'intérieur me jugea « Imbécile ». Ne sais-tu pas que 99% du temps, c'est la femme qui choisit la maison? Tu devrais peut-être l'impliquer dans la décision. J'ai suivi son conseil et, armé d'informations privilégiées sur des maisons délabrées ou des propriétaires cherchant à se défaire de leurs biens en raison de l'économie ou d'un divorce, je suis parti en quête. Sous prétexte de vouloir passer le plus de temps possible avec elle et d'avoir besoin d'un point de vue féminin, je l'ai emmenée avec moi. Les 5 premières maisons ne l'ont pas impressionnée, mais le second week-end, nous sommes entrés dans une demeure de 4 chambres sur 3 hectares en périphérie de la ville. Elle a fait le tour de la maison, effleuré les appareils électroménagers. La grande cuisine l'enchantait particulièrement. Elle appréciait l'agencement, avec la suite parentale isolée d'un côté de la maison, offrant ainsi plus d'intimité. Nous avons parcouru les 3 hectares, découvert une petite source, et elle a caressé quelques grands arbres. À quoi penses-tu? Mel m'a regardé, les yeux embués. Aux cabanes dans les arbres. La semaine suivante, j'ai pris congé et entamé les démarches administratives. J'ai obtenu une offre très avantageuse. Les propriétaires venaient d'entamer une procédure de saisie et étaient soulagés de l'éviter. Le propriétaire avait abandonné la maison cette semaine-là, partant vers une destination inconnue. Vendredi, nous sommes retournés à la maison. Nous l'avons réexaminée. Je lui ai demandé si elle pourrait être heureuse en vivant ici. Je suis certaine que je l'adorerais. Pourquoi cette question? Parce que nous l'avons achetée lundi. J'ai besoin que tu choisisses de nouveaux meubles. Cela te convient? Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis agenouillé. J'espère que cette maison te plaît. J'ai l'intention d'y vivre longtemps. Un long moment avec toi à mes côtés. J'aimerais qu'on utilise 1 ou 2 chambres un jour. Je lui ai présenté une bague, un modèle traditionnel et simple avec une pierre solitaire. Elle m'a surpris en s'évanouissant contre le comptoir de la cuisine. Mélodie s'est vite reprise. Ses yeux étaient emplis de larmes. Je n'ai pas eu la réponse escomptée. Je t'aime, Jessie, mais je ne peux pas t'épouser maintenant. Je te supplie de me donner du temps. J'ai certaines choses à régler avant d'accepter ta demande. S'il te plaît, je t'en conjure, donne-moi 6 mois et redemande-moi. Je te promets que l'attente en vaudra la peine si tu acceptes. Ce n'était pas la réponse que j'attendais et j'étais terriblement déçu. Elle a fait de son mieux pour me rassurer, allant jusqu'à m'accompagner le lendemain pour acheter des meubles. Elle n'avait pas de préférence tant que c'était robuste. Nous avons acheté une chambre avec un lit king size californien, un canapé d'angle, un fauteuil et une chaise à bascule pour le salon. Je l'ai regardée alors qu'elle s'asseyait dans la chaise à bascule. Elle sourit, se disant que cela pourrait s'avérer utile dans 1 an ou 2. Cette simple déclaration me remplit d'espoir. Je lui confiai une carte de crédit en lui disant d'acheter ce qui lui semblait approprié. Je présentai Mélodie à ma famille. Maman et Becky l'apprécièrent immédiatement. Grand-mère était moins enthousiaste. Mon petit frère était pratiquement en admiration devant elle, et mon beau-père esquissa un sourire narquois. Je pris cela comme un bon signe. J'arrivai le vendredi suivant et me rendis directement à la nouvelle maison. Elle avait aménagé une belle salle à manger et préparé une chambre d'amis. Sa voiture était garée dehors, mais je ne la voyais pas. Je la trouvais magnifiquement allongée sur le lit king size. Elle glissa le long du lit et tendit les bras vers moi. J'allais commencer sans toi. Je souhaite inaugurer chaque meuble, chaque recoin de notre nouveau foyer. Le week-end prochain, nous nous occuperons du jardin. Je fis de mon mieux, vraiment, mais ce week-end-là, nous ne réussîmes qu'à consacrer la chambre et la table de la salle à manger. Elle rit, disant qu'elle aurait pitié de moi et que nous nous attaquerions à la chambre d'amis et au salon la semaine suivante. Le week-end suivant, j'étais assis au bar en l'attendant, plus heureux que je ne l'avais jamais été, lorsqu'un homme s'approcha et me frappa. Après son départ,
Je bus quelques verres avec des amis et me dirigeai vers ma nouvelle demeure tôt le matin pour attendre l'amour de ma vie. 2 coups de feu retentirent alors que je marchais vers ma voiture. Ils touchèrent le véhicule à 2 endroits. Néanmoins, ils étaient suffisamment proches pour me terrifier. L'instinct prit le dessus et je me jetai au sol, roulant derrière le SUV. J'entendis un homme approcher, pleurant et jurant, scrutant entre les voitures. Je roulai sous le SUV, bondis et, accroupi, courus vers la rangée de voitures suivantes. « Sors de là, misérable. Je vais m'assurer que tu ne gâches plus jamais la vie d'un autre mari. » Sa voix tremblait de rage, et je compris qu'il était plutôt ivre, à en juger par son élocution pâteuse. Je l'aperçus clairement lorsqu'il passa sous un réverbère du parking. C'était le même homme qui m'avait frappé, et je réalisai que ce n'était pas un hasard. Il me poursuivait. Mon beau-père disait toujours de ne jamais laisser un serpent vivant derrière soi, alors je me tapis et attendis. Il était presque au niveau de ma cachette et regardait dans l'autre direction, alors je lançai délicatement ma chaussure derrière lui, celle qui glissait de mon pied. Le léger bruit le fit tressaillir, et dès qu'il tourna le dos, je fus à ses côtés. Je saisis sa main qui tenait l'arme et le tirai violemment en arrière. La pression le fit lâcher l'arme, et après cela je l'ai sévèrement maîtrisé. Réalisant que si je ne m'arrêtais pas j'allais le mettre en pièces, je l'ai relâché et me suis relevé. Il était glacé, alors je l'ai soulevé, jeté à l'arrière de la camionnette et j'ai démarré, finissant par m'arrêter devant une grange abandonnée au milieu de nulle part. Il commençait à reprendre conscience quand j'ai baissé le haillon et l'ai tiré par les pieds, écoutant sa tête heurter le gravier dans sa chute. Cela l'a de nouveau assommé. Il est revenu à lui quand je lui ai aspergé le visage avec l'eau qui était dans la glacière à l'arrière du camion. Il a tourné la tête, les yeux s'écarquillant d'horreur en réalisant qu'il était immobilisé. Je n'avais pas l'intention de l'anéantir, mais je voulais lui faire une peur bleue. Un calibre 32 ? Vraiment, on ne peut que provoquer les gens avec une arme pareille. Je sais que ça m'a aidé. Maintenant je vais parler et tu vas écouter en hochant la tête. Quand j'aurai fini, tu pourras parler et ça a intérêt à être convaincant, parce que là j'ai envie de te faire regretter amèrement ton geste. C'est le moment de parler. Je dois lui reconnaître ça. Impuissant, mais il me regardait toujours. Que veux-tu que je te dise ? Que je suis d'accord que tu fréquentes ma femme ? Ça n'arrivera jamais. Et tôt ou tard tu baisseras ta garde et j'obtiendrai justice. Autant m'achever maintenant. Je l'ai regardé. Il aurait dû être terrifié, mais il ne reculait pas. Je l'admirais même. Je l'ai attrapé, mis sur la banquette arrière et l'ai tenu par le devant de sa chemise, le giflant méthodiquement. Je ne fréquente la femme de personne. Que puis-je faire pour que tu me laisses tranquille ? L'humour dans cette situation a très vite disparu. Poche arrière, a-t-il soupiré. Prends mon portefeuille. Dis-moi que ce n'est pas Mélodie sur la photo. Si ce n'est pas elle, je m'excuserai et tu pourras faire ce que tu veux de moi. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti quand il a prononcé son nom. Le déni faisait rage dans ma tête alors que je sortais son portefeuille, sachant déjà ce que j'allais y trouver. C'était elle, plus jeune, légèrement plus mince, souriant à l'objectif alors qu'elle posait dans sa robe de mariée avec son mari. Soupirant, je me suis assis à côté de lui. Il semblait satisfait. C'est elle, espèce de salaud ? Peu importe, je peux le voir sur ton visage que c'est elle. Tu ne savais vraiment pas, n'est-ce pas ? Comment te sens-tu ? J'espère que c'est aussi pénible pour toi que pour moi. Nous avons parlé et après 15 minutes je l'ai laissé partir, j'ai sorti la bouteille de whisky pur seigle que j'avais achetée plus tôt pour le bar de ma nouvelle maison, et nous avons procédé à nous enivrer. Je me suis réveillé lorsque le soleil a frappé mon visage et en me redressant, j'ai vu qu'il tenait un pistolet de calibre 32 en me regardant. La peur m'a envahi tandis qu'il souriait. Il a rangé l'arme dans la boîte à outils. Tu as raison, ce n'est pas une arme très efficace. Mais je ne voudrais pas me faire tirer dessus avec. Et nous avons repris notre conversation, encore une fois à l'arrière du camion. Je me suis excusé à nouveau et j'ai été surpris quand il m'a interrompu. Je savais que cela arriverait. Tôt ou tard, la différence d'âge et le fait que nous partagions les mêmes centres d'intérêt devaient jouer un rôle. Et puis il y a le fait que je sois absent chaque week-end. Elle avait amplement le temps de s'amuser. Cela expliquait son temps libre. Il travaillait comme routier, spécialisé dans le transport de marchandises dangereux, préférablement acheminé les week-ends et la nuit pour éviter les embouteillages.
C'était bien rémunéré, mais il n'était pas chez lui du jeudi au dimanche soir. Que vas-tu faire? Il m'a regardé avec surprise. Divorcer, évidemment. Elle est à toi maintenant si tu la veux encore. Je lui ai avoué, dans mon état d'ébriété, ma demande en mariage. J'ai haussé les épaules. Comment pourrais-je lui faire confiance? C'est la deuxième fois que quelque chose comme ça m'arrive. Non, c'est fini entre nous. Ça fait mal, mais je sais par expérience qu'on peut s'en remettre. Je l'ai ramené à sa voiture, lui rappelant de prendre son arme en descendant. Garde-la. Je pense qu'il n'avait pas besoin de me rappeler que cela aurait pu me coûter la vie. Quand il est monté dans sa voiture, je lui ai demandé à nouveau ce qu'il allait faire. Tu as de la chance. Tu peux simplement partir. Moi, je vais devoir divorcer. J'essaierai de faire ça simplement. Pas de culpabilité. Va ton chemin et laisse-moi tranquille. Pas d'enfant, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Si ça se complique, contacte-la. Dis-lui que tu vas l'accuser d'adultère et je témoignerai. Ça pourrait faciliter la procédure. Il m'a regardé avec surprise et a lentement tendu sa main. Je me suis penché par la fenêtre du camion et l'ai serré. Désolé, mec, a-t-il dit, avant de démarrer et de partir. J'ai regardé ses feux arrière disparaître. Moi aussi, ai-je dit dans le vide, puis j'ai pris la direction opposée. Fin de la première partie. Si vous avez aimé l'histoire, soutenez-nous avec le bouton « J'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires. Merci.